Review du mois de janvier, c'est maintenant. Et j'ai pas chômé. Salut tout le monde, c'est LizTheFi et bienvenue dans ces petites reviews du mois de janvier, à savoir les films que j'ai pu voir au cinéma ou chez moi, dans mon coin, pour rattraper mon retard cinématographique. Petit rappel avant de commencer, on va sûrement spoiler dans ces vidéos, donc faites bien attention, je ferai toujours un décompte de 3, 2, 1 avant de lancer le spoil, je vais même faire 3, 2, 1... paf, et puis après ça sera bon. Commençons donc tout de suite. Le premier film que j'ai vu en janvier est un film que j'ai vu au cinéma, à savoir Never Ending Man. Le fameux documentaire sur Miyazaki, et c'est vraiment incroyable. Donc c'est l'histoire de Hayao Miyazaki qui est parti à la retraite juste après Le Vent se lève, et du coup on va le voir, voilà, travailler avec de nouvelles personnes, notamment des jeunes qui travaillent sur de l'image de synthèse. Et lui, bah l'image de synthèse il connaît pas bien, donc on va le voir, voilà, travailler avec ce genre de choses, c'est assez bizarre pour lui. En fait, c'est un film qui, au premier abord, va vous sembler vraiment très bof, dans le sens que, au niveau de la réalisation pure, c'est un caméscope pas terrible, avec un son pas terrible, vraiment, voilà, c'est un documentaire juste où on a posé la caméra et voilà, on a fait notre train-train quotidien, mais au final, c'est presque ça la magie de ce documentaire. C'est de suivre quelqu'un sans se soucier si oui ou non il est bien filmé ou pas, juste on le voit dans son quotidien, on le voit s'acharner dans le travail, on le voit vraiment ne vivre que de ça au final, parce que Miyazaki maintenant c'est vraiment sa vie, travailler tout le temps. Donc si vous êtes fan de Miyazaki, c'est un film que je vous conseille sincèrement d'aller voir s'il y a encore dans votre salle, je pense que c'est le cas dans très peu de salles, donc vraiment allez-y, ça dure vraiment très peu de temps, et il y a une petite surprise à la fin qui a déjà été annoncée sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même assez dommage. Quand même, quand on voit la fin de ce documentaire, on est content. Donc Neverending Man, je lui ai mis un bon gros 8, parce que c'est juste marquant pour un documentaire, on va dire, mal réalisé. C'était incroyablement accrocheur et on avait vraiment envie, voilà, de savoir quel serait le fin mot de l'histoire. On continue avec un film que j'ai vu au cinéma, à savoir Une affaire de famille. J'avais envie de le voir avant de faire mon top 2018, je n'ai pas réussi à aller le voir avant de faire mon top 2018, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il aurait pu aller dans ce putain de top 2018. Une affaire de famille, c'est l'histoire d'une famille qui va trouver une petite fille dans la rue et qui va du coup l'adopter parce que ils se disent bon bah ta maman pour le moment tu la trouves pas, bah écoute on va te garder le temps que tu ailles bien. Il va se passer voilà plein de péripéties un peu différentes. C'est le nouveau film de Koreeda, et le fait que ce soit un film de Koreeda, c'est un film voilà qui a une trame pas toujours définie de bout en bout, c'est plus une trame voilà de vie de tous les jours, qui me rappelle un peu le côté Tel père tel fils de un de ses films qui s'appelle Tel père tel fils, qui était un peu dans cette optique là, voilà. Et on suit des personnages qui sont pas bien, on sait pas trop, en fait le problème c'est qu'ils sont quand même, on va dire, ils font des choses assez illégales, donc au final est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on les aime pas? Et ce qui est fou c'est qu'au final ils sont très touchants, ils sont on s'accroche à eux, on n'a pas envie qu'il leur arrive de malheur, et le film m'a touché tellement que je le mets vraiment au même niveau que Tel père tel fils, qui m'avait aussi énormément touché. Une affaire de famille, c'est vraiment un film qu'il faut voir pour comprendre, dans le sens que je pourrais vous citer des scènes, le problème c'est que c'est pas un film qui va vous toucher par ces scènes, etc. C'est plus un film qui va vous toucher par la sensibilité et l'humanisme qui ressort des personnages. À chaque fois on se pose la question, est-ce que ce qu'ils font c'est bien, est-ce que ce qu'ils font c'est pas bien? Au final, on s'en fout, juste on les aime pour ce qu'ils sont. Donc ce film, je lui ai mis un 9 parce qu'il m'a touché mais tellement, et c'est un film que j'ai envie de revoir, vraiment. Parce que, ouais, il m'a serré le cœur un peu, vous voyez. Le film que je suis allé voir juste après, c'est Mirai, ma petite sœur. Donc, encore un film que j'ai vu au cinéma, et je vais énormément décevoir les gens qui pensent que je vais dire du bien de ce film. Je trouve, et ça n'engage que moi, et sincèrement, je pense quand même pas mal de choses à ce niveau-là, mais voilà. Je trouve que c'est une œuvre mineure
de Mamoru Hosoda. C'est l'histoire d'un enfant qui va avoir une petite sœur dans sa famille, et du coup il va être complètement jaloux de sa petite sœur, et du coup pour s'évader de toutes ces histoires et de toutes ces angoisses qui le prennent avec sa nouvelle petite sœur, eh bien il va se laisser plonger dans des rêves, dans des choses qui vont lui arriver quand il passera dans la cour de sa maison. Après avoir fait Les Enfants Loups, après avoir fait Le Garçon et la Bête, comment il peut aller vers Mirai, ma petite sœur, qui est sincèrement un travail, pas de fainéant, c'est vraiment méchant, mais un travail beaucoup plus léger. Peut-être qu'il avait besoin d'un film de transition, je ne sais pas, mais pour moi, il n'est pas aussi fort et aussi important dans sa filmographie. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Mais t'as rien compris, le film est beau, le film est merveilleux, c'est un travail sur l'enfance, etc. » Le problème, c'est que je veux bien que ce soit un travail sur l'enfance quand on est enfant et qu'on apprend des choses. Je veux bien qu'on soit têtu quand on est enfant, je veux bien qu'on soit complètement voilà, un peu bête, mais le personnage, littéralement, il passe du « j'ai appris un truc » à « j'ai complètement oublié ce truc et du coup je redeviens un bébé con ». Et le personnage principal de l'enfant est insupportable, vraiment. Je trouve sincèrement que le personnage ne me donne pas envie de suivre l'histoire. Il gueule tout le temps, c'est un vrai bébé, mais enfin, il est censé avoir 5-6 ans. À 5-6 ans, oui, on est jaloux de sa petite sœur, mais jamais... on est, enfin voilà, c'est vraiment un très très bébé pour moi, c'est pas un enfant. À moins que Mamoru Hosoda était comme ça, j'en sais rien, mais ça je vais pas dire, j'en sais rien. Et malgré quelques scènes qui sont merveilleuses et tout, la cohérence scénaristique de ce film, du coup, me gêne parce que je me dis, oui, mais pourquoi il s'envole vers d'autres cieux, à passer dans sa cour et à se balader dans des univers un peu différents et tout, pourquoi ça lui arrive? Et bon, voilà, dans l'histoire que j'ai dit, bah voilà, il s'échappe de tous ses angoisses, etc. Sauf qu'au final, bah, si tu justifies ça en oh, c'est l'imagination ou c'est le rêve, ouais, enfin voilà quoi, au moins dans Le Garçon et la Bête et dans Les Enfants Loups, c'était intégrante de l'histoire, le côté merveilleux, c'était il y a un monde parallèle, il y a des choses comme ça. Là, il n'y a pas vraiment de justification. Ah oui, il y a un truc que je voulais parler, ça vraiment, je veux en parler, mais il y a un plan, littéralement, il devait être très content de l'avoir fait, Mamoru Hosoda. C'est le plan où on voit la ville, et puis après, retour vers la maison, et inversement, on le voit au moins littéralement 5 ou 8 fois dans le film, c'est impressionnant. Donc vraiment, il était très 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 content de son plan, hein. Bref, ce film, je lui ai mis un 6, parce que malgré tout, bah, ça se regarde, c'est un petit peu divertissant, mais pour autant... ah, enfin c'est un goût amer à la fin, tu te dis oh, le personnage, vraiment j'en avais marre de l'entendre, vraiment, le personnage principal, ah il m'a gonflé moi. La petite parenthèse de ce mois de janvier, c'est j'ai vu une série, waouh incroyable. Oui, je ne regarde jamais de série et pour une fois je m'y suis mis à en regarder une seule. Et vous allez dire, oh t'as vu Sex Education, t'as vu The Bird Challenge ou je sais pas quoi? Pas du tout. J'ai vu The Little Drummer Girl, réalisé par Park Chan-wook. Et oui, parce que ça fait quand même depuis Mademoiselle qu'on n'a pas vu Park Chan-wook réaliser quelque chose, et là il était revenu avec une petite série de 6 épisodes de 50 minutes, c'est aussi ça qui m'a attiré dans la série, c'est le fait de me dire, il y a Park Chan-wook, et c'est une série courte et qui est terminée. Donc voilà, je me suis laissé tenter. Et bien cette série, je vais la ranger dans les séries qui sont très accrocheuses pour certains points, mais qui sont très complexes et que du coup je vais pas forcément conseiller à tout le monde. L'histoire de cette série est assez compliquée à expliquer, mais en gros, ce sont des Israéliens, enfin des espions israéliens qui essayent de déjouer des plans terroristes et notamment essayer de remonter, on va dire, au grand patron du terrorisme d'une certaine zone. Et pour ça, il va engager une fille qui s'appelle Charlie, qui est une actrice et qui du coup, pour lui, est la meilleure espionne qu'il peut avoir, à savoir qu'elle est une fille qui peut vraiment se mettre dans la peau d'un personnage à fond. Donc cette fille va être amenée à faire des choses assez horribles, à faire en sorte que les terroristes croient en elle au plus possible, et cette histoire se déroule vraiment
parfaitement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de scènes inutiles, il y en a quelques-unes, mais enfin surtout les scènes que je trouve un peu inutiles, ce sont les scènes qui sont avec juste les personnes qui parlent en disant « Ah mais qu'est-ce qu'ils ont comme idée d'attentat à venir ?» Enfin voilà, des choses comme ça, c'est des scènes où on comprend pas trop comment ils réfléchissent. Mais par contre, là je parle que de l'histoire, mais en gros, voyez cette série, les personnages vous accrochent. Je peux pas en dire plus, mais la fin a un twist très intéressant, donc scénaristiquement, c'est vraiment très très bien, et je vous le conseille. Et surtout, un truc génial, c'est tellement beau et c'est tellement bien réalisé, c'est vraiment le Park Chan-wook que j'aime. On voit des plans mais que t'aurais jamais vu dans ta vie, on voit une colorimétrie qui est hyper bien travaillée, on voit aussi des raccords et des mouvements de caméra qui t'accrochent et qui te tiennent aux tripes. Et vraiment, c'est ce qui m'a plu dans cette série. Je suis pas autant à fond dans les séries que dans les films, dans le sens que je trouve que comme c'est étalé, en fait, on n'est pas en mode poignée du début à la fin, on est plus en mode de temps en temps, il y a des petits points vraiment très forts. Donc cette série, je la conseille à tous les gens qui adorent Park Chan-wook et qui aiment les scénarios d'espionnage et tout ça, parce que c'est vraiment très fort. Cette série, du coup, je lui ai mis un 8, je vous la conseille énormément. Par contre, elle est difficilement trouvable, donc faites comme vous pouvez. Bon, vous avez vu la longueur de la vidéo, il reste 5 films à chroniquer, et vraiment, j'ai vu beaucoup de films ce mois-ci, et le film suivant, c'est un film que je voulais voir avant mon top film 2018, et finalement, je n'ai pas pu le faire avant de voir mon top film 2018, enfin avant de faire mon top film 2018. Ce film-là, c'est Searching. Et no spoil, je ne dirai quasiment rien du film, à part le pitch. Par contre, spoil au niveau de ma note, je voulais aussi le mettre dans mon top film 2018, celui-là. Searching, c'est l'histoire d'une famille avec un père et sa fille qui vivent maintenant tous les deux tout seuls parce que la mère est partie parce qu'elle est morte d'un cancer, et le père va essayer de lui faire oublier un peu la mort de sa mère à sa fille, mais du jour au lendemain, sa fille va disparaître et il va essayer de savoir pourquoi. Et je m'arrête là. Le film est un film à concept, à savoir un film qui va tourner autour d'une idée de réa. Ici, l'idée de réa, c'est faire un film entièrement sur un ordinateur ou sur des écrans. Donc en gros, on va les voir à travers des webcams, à travers les caméras de reportage, des trucs comme ça. Donc en gros, c'est un film qui ne sortira jamais de ce genre de choses, et la réa est parfaite à ce niveau-là, on y croit. Par exemple, c'est tout con, mais vraiment c'est très très con. Il y a un moment, il y a un échange entre deux personnages à travers des webcams. Quand vous regardez quelqu'un à travers une webcam, vous regardez quoi? La webcam ou la caméra de l'autre personne à qui vous vous adressez? Très souvent, à la caméra de la personne. Et du coup, c'est hyper cohérent, c'est incroyablement bien réalisé à ce niveau-là. En fait, c'est bien réalisé dans son contexte, et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. L'acteur principal, John Cho, je suis extrêmement déçu des nominations des Oscars parce que sincèrement, vous l'avez vu dans des films comiques pas terribles, et là franchement, c'est vraiment son rôle, il se donne à fond dans son rôle, il est vraiment génial, et je trouve que sincèrement, il aurait mérité au moins une nomination, peut-être pas être meilleur acteur dans son domaine, mais au moins une nomination aux Oscars juste pour ce film-là. Car le film est bon, le film vous tient au trip, le film vous donne envie d'aller au bout, de comprendre ce qui se passe. Sa fille a disparu, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Je ne dirai absolument rien, je ne ferai même pas de zone spoiler pour ce film, parce qu'il faut garder les surprises jusqu'au bout. C'est pareil pour The Guilty quand j'en avais parlé, je n'ai absolument rien dit du scénario. Il y a des films où c'est beaucoup plus important de voir vraiment soi-même ce genre de choses. Donc vraiment Searching, je lui ai mis un 9, allez-y, c'est génial. Film suivant, j'ai vu Mad Max 2, Mad Max le défi. Un film qui se rapproche beaucoup plus du Mad Max Fury Road que j'avais vu du coup en premier, et du coup ça fait plaisir de voir plus de côté post-apo, plus de côté les gens sont complètement barges maintenant et vraiment font tout pour avoir du pétrole à fond vraiment. C'est l'histoire de Max qui, en cherchant un peu de pétrole par-ci par-là, va rencontrer carrément un endroit où il raffine le pétrole, et donc il va rencontrer plein de gens qui qui ont plein de pétrole pour rouler ou ce genre de choses. Mais entre-temps, des gros méchants vont vouloir prendre la base de pétrole
folle, et du coup ils vont devoir les affronter au final. Et le film m'a vraiment plu et est très efficace je trouve, car voilà, on suit une histoire avec un personnage auquel on s'accroche, et encore on s'accroche mais en même temps on se dit pourquoi il les aide pas, c'est dommage, voilà Max il devrait quand même les aider, c'est dommage pour lui voilà de pas les suivre. Le film est vraiment plus accrocheur et surtout a moins vieilli que Mad Max 1, on s'accroche beaucoup plus facilement à l'intrigue. Le fait qu'il y ait un petit ressort scénaristique avec le personnage débile, il y a des gens ils vont dire oh c'était pas nécessaire, mais au final ça marche bien, donc je trouve que c'est assez sympa à ce niveau là. Le mec en hélicoptère, voilà, il a sa prestance je trouve, il est rigolo dans ce film. Et surtout les scènes de poursuite, toute la grosse scène finale avec le camion, c'est impressionnant. En fait ça rappelle énormément Fury Road, donc on se dit ouais, du coup Fury Road c'est vraiment, a vraiment repris de cette scène. C'est un peu le cas au final, c'est beaucoup plus ouf on va dire dans Fury Road, mais en même temps les moyens étaient pas c'était pas les mêmes à l'époque, donc forcément. Mais putain ouais, elle nous accroche cette scène, les scènes voilà de poursuite sont assez folles je trouve dans le film. Et puis il y a le côté ah c'est mignon, c'est tellement mignon d'entendre ta 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 ta, et puis après il tire des trucs comme ça c'est le côté un peu 80s qui est super drôle je trouve, qui vraiment apporte une ambiance pas nanar, parce que ça serait méchant de dire que Mad Max est un nanar et c'est pas vrai surtout, c'est juste c'était une manière de faire de l'époque et ça marche et c'est même très engageant et ça donne envie quoi. Ce film du coup je lui ai mis un 8 parce qu'il m'a plu et je suis très content de voir la série Mad Max. On m'a dit que le 3 était moins top, je l'ai pas encore vu donc je ne dirai rien là-dessus, mais j'ai hâte de le voir, on verra bien. On enchaîne avec un autre film que j'ai vu au cinéma, La Mule. Je suis allé le voir au cinéma Le Club à Grenoble qui est un cinéma art et essai, je les remercie énormément pour leur accueil à ce niveau-là. J'ai pu voir du coup La Mule qui est un film de Clint Eastwood, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu devant et derrière la caméra, c'est depuis Gran Torino, parce que sinon on l'a vu à l'Area de temps en temps, on a vu notamment Sully, fait par Clint Eastwood aussi, qui était très très sympa. Mais voilà, ça fait plaisir de le revoir aussi devant la caméra, avec son vieillage, il faut le dire quand même. C'est l'histoire d'Earl Stone, un vieillard qui, après pas mal de conflits familiaux, va accepter un boulot un peu bizarre au final de passeur de drogue pour le cartel mexicain, et du coup avec cet argent il va essayer de renouer avec sa famille. Le film est très bien, vraiment très bien, Clint Eastwood nous accroche, vraiment il a toujours cette gueule d'acteur qui fait que quand il est là, on le regarde, on l'écoute même, parce qu'il a une voix vraiment particulière, il a un franc-parler qu'on aime vraiment, et surtout il y a un humanisme qui ressort de ses phrases de temps en temps, qui vraiment nous accroche et nous donne envie de suivre ce vieillard qui n'a plus rien à perdre au final. Mais voilà, Clint Eastwood, c'est pas un secret, mais est un acteur formidable et on l'aime, on veut le suivre jusqu'au bout de ce film. Au niveau de l'intrigue, ça tient de bout en bout, mais je rajouterai un bémol au niveau de quelque chose, c'est que je pense que le film avait été écrit uniquement pour suivre le vieillard et que au dernier moment ils se sont dit il manque des éléments de scénario et ils ont rajouté la partie où il y a l'enquête avec les policiers, et sincèrement ces parties-là, on sent que ça a été rajouté après parce qu'on sent qu'il avait pas envie de les réaliser, parce qu'on en a rien à foutre. On en a rien à foutre de savoir que ils ont avancé dans l'enquête, etc. Parce que nous, au final, on connaît l'enquête. Et vraiment, à chaque fois qu'ils arrivent à l'écran, on se dit mais non, remettez-nous Clint Eastwood, c'était cool Clint Eastwood, c'était bien là, on le suivait dans toute cette histoire. Il y a aussi des thématiques qui sont abordées comme la peur de la perte d'un être cher, ce genre de choses qui nous accrochent et qui nous touchent énormément, parce qu'on a tous peur de ça notamment. Le film, pour moi, est très efficace, hormis ce point-là scénaristique. C'est pour ça que pour moi, je lui ai mis un 8, parce que il a une intrigue intéressante, c'est peut-être pas le meilleur Clint Eastwood que j'ai vu, mais pour moi Gran Torino était vraiment fort. Il y a des gens qui disent que Clint Eastwood se répète un peu dans ses personnages, je trouve pas que le personnage de Gran Torino soit le même que le personnage de La Mule. Après il y a des gens qui disent en fait il a le même franc-parler, mais au final ça fait partie de la patte Clint Eastwood d'avoir un franc-parler comme ça, c'est pour ça qu'il se ressemble beaucoup entre Gran Torino et La Mule. Pour autant, je trouve que
bah ça marche bien et que du coup je vous conseille ce film. Ensuite j'ai vu un film, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'est vraiment un film très sensoriel, très particulier, c'est Pink Floyd The Wall. Je connais pas mal Pink Floyd, j'ai un père qui en écoutait beaucoup, donc je suis pas ce genre de personne qui a découvert Pink Floyd avec le film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Je ne suis pas une personne aussi qui ne connaît que Never Breaking the Wall. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? J'ai pensé que c'était pas ma came. J'ai pas été hyper accroché par le concept, j'ai trouvé que c'était assez étrange à regarder. Il y a des choses intéressantes, esthétiquement c'est beau mais particulier. Je pense qu'il faut vraiment aimer ce genre de film très sensoriel pour s'accrocher. J'ai beaucoup de mal à expliquer un pitch parce que c'est très abstrait et c'est fait pour. Je crois que au final ce que j'ai le plus compris c'est qu'en gros c'est un mec qui s'enferme dans une bulle, on va dire avec un mur justement, pour oublier du fait qu'il a une vie de merde, etc. Enfin moi c'est ce que j'ai compris, et du coup il s'enferme dans un mur où il va se passer pas mal de choses, où il imagine qu'il est une rockstar, qu'il imagine qu'il est un nazi ou enfin un dictateur ou un truc comme ça. Moi c'est ce que j'ai à peu près compris du film, mais c'est un film c'est un film musical, hein, je le dis quand même, c'est un film où vous allez enchaîner les musiques avec ça fait très comédie musicale, sauf qu'au final ce n'est pas une comédie musicale. Le film, je pense, il faut le voir dans les meilleures conditions possibles et être accroché de bout en bout pour ne... Enfin, faut vraiment avoir aucune distraction à côté. Moi, c'était le cas parce que j'ai une bonne installation à ce niveau-là, donc pas de problème. Mais juste, c'était pas ma came, je n'ai pas été accroché. J'ai besoin en fait qu'un film m'accroche dans une intrigue intéressante. Et c'est pour ça, par exemple, dans Mireille, ma petite sœur, j'avais dit j'aime pas le fait qu'on utilise juste le rêve et l'imagination pour montrer des choses. Avec le chant, on nous dit des choses assez intéressantes, mais au final, est-ce que c'est pas juste une critique de la société toute bête expliquée dans un film, etc. Je ne dis pas que le film est mauvais, je dis juste que ce n'est pas ma came, évidemment. Donc ce film, je lui ai mis un 6, mais uniquement personnel, parce que j'ai pas accroché. Comme j'ai dit, je trouvais qu'esthétiquement c'était très très beau, que c'était même très intéressant. Au niveau de la réalisation, on sent que... Ah, ça c'est un petit point que je voulais dire, mais on dirait presque un clip d'une heure. Un clip, au final, est souvent une histoire et souvent un court-métrage. Là, c'est un long-métrage, mais du coup, je ressens plus une sensation de clip d'une heure plutôt que de vraie intrigue qui m'emporte. Je vais pas dire vrai film, parce que qu'est-ce qu'un vrai film ? Qui suis-je pour juger ce que c'est qu'un vrai film ? On arrive au dernier film, et là, vraiment... si vous avez la chance, et je vous le souhaite, hein, celui-là je l'ai aussi vu au club de Grenoble, si vous avez la chance de le voir en 3D, n'hésitez surtout pas. Maintenant, je vous parle d'un grand voyage vers la nuit. Un film chinois réalisé par Bigan qui dure 2h20 et où la moitié du film est un plan séquence. Donc littéralement, vous avez 60 minutes de plan séquence. Parlons un peu de l'intrigue, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu une femme dans sa vie et il aimerait la retrouver. Mais il ne connaît ni son nom, ni où elle habite, etc. Et du coup, on va le voir essayer de trouver un peu où elle est. La première partie du film, c'est un peu investigation comme ça et tout. La première partie est lourde, très lourde, mais sincèrement, tenez la première partie du film parce que après, vous avez une expérience cinématographique qui vous attend. C'est pas tout à fait du spoil parce que quasiment tout le monde en parle à la presse, même sur des articles, etc. Mais voilà, le film a un plan séquence de 60 minutes qui est en fait toute la fin du film au final. C'est, en gros, toute la deuxième partie du film, il y a assez un plan séquence. Et le film, en fait, l'amène d'une manière assez intéressante, et c'est pour ça que j'aurais voulu le voir en 3D, je n'ai pas eu cette chance, mais vraiment, s'il y a un Blu-ray 3D qui sort, Day One, je l'achète, parce que à un moment dans le film, donc à peu près vers le milieu du coup du film, le personnage va s'asseoir dans une salle de cinéma et mettre ses lunettes 3D. Et en fait, le film... jusqu'à ce moment-là, n'était pas du tout en 3D, et à ce moment-là, où il met les lunettes, vous mettez les lunettes 3D, et vous allez voir le film en 3D. Et du coup, ce plan séquence en 3D, quand j'y réfléchis, doit être
génial parce qu'il y a une gestion de la profondeur de l'image qui est merveilleuse et cette séquence me laisse sans voix tellement c'était incroyable. Vous allez me dire oui, dans La Corde, ils ont aussi fait des longs plans séquences, etc. Ils ont fait un film comme ça. Oui, mais dans La Corde, on est d'accord que il y a beaucoup de scènes quand même qui sont en intérieur, où on est dans un décor, etc. Là, c'est un long plan séquence qui s'étale, je pense, sans exagérer, je pense qu'il y a bien un bon kilomètre carré de surface qui sont étalés par la caméra. Je dirais même, ouais ça serait un peu exagéré, mais en gros 1 km cube, dans le sens que la caméra va aussi aller en l'air, en bas, va vraiment se déplacer d'une manière à une autre d'une manière assez spectaculaire. Je pense que j'ai toutes les clés pour savoir comment la caméra a été déplacée. Moi je vous laisse la liberté d'essayer de savoir comment il a fait de temps en temps pour faire déplacer la caméra. C'est assez ingénieux, c'est même très beau, les plans. En fait, ce qui est marrant, c'est que la première partie du film, c'est plein de plans séquences, et chaque plan séquence, au final, c'est une scène. Donc voilà, c'est des plans séquences très courts, mais voilà, c'est un plan séquence égale une scène très souvent. C'est pas le cas tout le temps, mais très souvent. Et ces plans séquences sont très lents, avec une mise en scène assez légère, etc. Là, dans cette deuxième partie de film, c'est 60 minutes de mise en scène merveilleuse, avec des plans merveilleux aussi, qui sont tellement bien cadré. Il y a même un plan à un moment, parce que c'est difficile de parler de un plan dans un plan séquence, parce qu'au final, un plan séquence c'est quoi? C'est où ça coupe pas la caméra, mais ça veut pas dire pour autant que la caméra ne se pose pas de temps en temps. Et de temps en temps, bah voilà, elle va se mettre à un endroit et créer un cadre bien particulier, et il y a un moment dans le film où ce cadre, on dirait presque un plan de jeu vidéo. Et je sais pas si c'est vraiment un spoil, je vais quand même mettre une zone spoiler. Ça sera la seule zone spoiler de cette vidéo. Donc 3, 2, 1. Zone spoiler très courte. Ce film vous offre l'une des plus belles scènes de baiser du cinéma. C'est tout, la zone spoiler est déjà finie. Enfin vraiment, je vous l'avais dit que la zone spoiler allait vraiment être très courte. Moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le film? Le film est beau, autant esthétiquement que émotionnellement. Le film a des idées de réa impressionnantes. Le film vous emporte dans une intrigue intéressante sur la deuxième partie. La première partie, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais après avoir vu la deuxième, je me dis ah, si je revois maintenant le film, je pense que j'aurai un œil bien différent et je vais bien plus apprécier la première partie. Le film est vraiment accrocheur. Et surtout, voilà, aussi le jeu d'acteur est magnifique. Est-ce que vous avez déjà vu un acteur pleurer au cinéma? J'ai bien un homme, hein, un acteur homme pleurer au cinéma, mais pas pour oh il est mort, etc. Moi j'en ai vu très peu, enfin j'ai très peu vu ce genre de moment en cinéma. Et là vraiment il nous offre une expérience d'acteur assez génial. Il y a des idées de mouvements de caméra, mais oh, je pourrais en parler des heures de ce plan séquence. Je veux ce film en Blu-ray chez moi pour pouvoir l'analyser comme pas permis, tellement c'est ingénieux. Il y a un plan où la fille remonte sur scène et du coup elle va déplacer, elle va passer des escaliers. L'homme va repasser par ces mêmes escaliers pour faire comprendre que c'est les mêmes, va le filmer de la même manière. C'est tout con, mais c'est tellement puissant. Donc ce film, je crois que vous avez compris, mais je lui ai mis un 9. Il n'était pas du tout parti pour avoir une note pareille, mais j'ai tellement été accroché par ce plan séquence de deuxième partie de film que je ne pouvais que lui mettre une note pareille. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de voir ce film, voyez-le, tenez la première partie du film car la deuxième partie va vous emporter tellement. Et surtout si vous avez la chance de le voir en 3D, j'ai vu qu'il y avait des salles à Paris, mais j'ai pas vu qu'il y avait des salles ailleurs en 3D, allez le voir en 3D parce que c'est incroyable. Voilà, c'est tout pour les reviews du mois de janvier. Je vous avais dit que j'avais vu pas mal de films au cinéma, vraiment je prends beaucoup plaisir à aller au cinéma ces derniers temps, donc je suis assez content de moi, j'ai vu beaucoup de films ce mois-ci, je ne sais pas si ça sera le même cas pour février, mais en tout cas voilà pour cette longue vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Il y a des vidéos jeux de société, des vidéos Japon, des vidéos cinéma, des trucs comme ça. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et moi je vous dis,
Salut!